la gestion rigoureuse et saine de nos finances publiques a permis de regagner la confiance des Ivoiriens et de nos partenaires techniques et financiers. Notre croissance forte et soutenue depuis 2012 a permis de faire de notre économie l'une des plus dynamiques au monde, avec un taux de croissance moyen compris entre 7 et 9% par an. Bienvenue en Côte d'Ivoire, terre de 26 millions d'habitants. Ici, on pratique le libéralisme économique. Pour son président Alassane Ouattara, ancien haut fonctionnaire du FMI, le pays va bien, très bien même d'ailleurs. La pauvreté a fortement reculé, le taux de chômage serait de 2,6%, de quoi faire rougir de jalousie la grande France. Avec une économie malade, Alassane Ouattara arrive au pouvoir à la suite d'une violente crise post-électorale qui a fait 3000 morts. Mais le point de l'achèvement de l'initiative du PPTE et les appuis extérieurs ont permis à mettre très vite le pays en chantier. De nombreuses multinationales surgissent dans le paysage d'Abidjan, la capitale économique. Le trafic aérien tourne en plein régime. Plus de 2 millions de passagers en 2019. Le gouvernement a ressuscité la Defense Flotte nationale pour assurer les vols domestiques et sous-régionaux. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny a même obtenu sa certification. Il peut donc reprendre ses vols directs vers les États-Unis. Le gouvernement prétend même avoir opéré un second miracle économique après celui des années 80 sous le régime de Félix Houphouët-Boigny. Le libéralisme est passé par là. Libéralisme sauvage ou à visage humain, cette politique n'aura fait la part belle qu'à une poignée de épicures. Au-delà des chiffres attestés par les structures financières dénotant d'une économie performante, la réalité est là, implacable. La majorité des Ivoiriens a été retenue dans les mailles du filet de la pauvreté avec le système Ouattara. 70% des jeunes de moins de 35 ans sont au chômage et selon la Banque mondiale, 46% des Ivoiriens vivent avec moins de 500 francs par jour, même pas de quoi s'acheter un kilo de riz. Au fait de l'Amérique, au Bela de Jamana Konofani, faut qu'Atara Adam na Abidjan. Et comme Marfa, on est le Kabela tout, Jamana Kono. Mais, Moïka Marfa Dama, Nalou de MPC supporté, État supporté, Zagaria Kosa, État supporté, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloé, Alassane Dramane Ouattara. Bouaké, ancienne capitale de la rébellion qui a porté Alassane Ouattara au pouvoir. Des milliers de jeunes ont pris les armes pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire égalitaire. Ils ont aussi cru à une insertion socio-professionnelle basée sur le mérite. 18 ans après, le constat est amer. Ismaël est un ex-combattant. Il est titulaire d'un diplôme universitaire. Il est originaire de Kong et Ouéléban, les villages paternels et maternels du président Ouattara, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Laissé pour compte après la crise, Ismaël doit son statut à un ami qui lui a trouvé un emploi. En vérité, il vivote. Après la crise, je suis ce que vous voyez. Ça veut dire que j'ai régressé de 10 ans à la sortie de crise. Les deux jeunes devaient rejoindre l'armée. Ceux qui ne voulaient pas ou qui étaient moins jeunes, ils devaient être insérés sur le plan socio-professionnel à travers les projets. Ce que je sache, était prévu, je pense bien, la somme de 800 000 pour financer son projet de candidature, si j'ai bonne mémoire, 1 000 $, comme prime de transport, pour le à la raison. J'ai souvenir qu'il a perçu 800 000 rapport au trésor en son temps. Et depuis lors, dans le même numéro que j'ai donné, fonctionne toujours. Ismaël n'a pas accès à l'eau potable. Lui et sa famille devront se contenter de l'eau de pluie. Et pour arrondir ses fins de mois, il confie son sort au jeu du hasard. J'accuse d'abord ceux pour qui on travaillait, parce qu'il estime qu'il y avait quand même
bases de données, des fichiers, tout. C'était avec des chiffres, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait pourquoi, je ne sais pas. Je sais aussi que les plus jeunes qui devaient intégrer l'armée, les matricules ont été vendus. Des gens qui n'avaient rien à voir avec la crise. J'en connais des étudiants. Parce qu'au moment où on se faisait tirer dessus, ils nous insultaient. Et quand c'est fini, c'est eux qui sont venus acheter ces matricules là. Aujourd'hui, ils sont douaniers, officiers, tout. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir accès à ces matricules? Les jeunes de la CRF, bon, si je gagne la cagnotte, tous mes problèmes sont réglés. Je me construis une maison, je me fais une ferme, j'aide ceux qui sont vraiment sur le carreau, et puis bon voilà, et la paix. Plus au nord de Bouaké, la région du Hambol. Localité de Bonière-Dougou, à une cinquantaine de kilomètres de Katiola, chef-lieu de département. Les populations vivent pratiquement de l'agriculture où les champs d'un arcade s'étendent à perte de vue. À l'ouverture de la campagne en février, le gouvernement a fixé le prix du kilo de la noix de cajou à 400 francs. Mais pour payer la scolarité de ses frères et assurer la pitance quotidienne, Khalifa est obligé de se soumettre aux décisions des acheteurs véreux. Bon, chez nous ici, la situation est grave. Voilà, vraiment, souvent quand on donne le prix, les gens ne respectent pas les prix sur le terrain. Le prix actuellement où on parle, c'est à 350. Bon, le gouvernement avait donné le prix Bocham 400 francs. Mais les gens ne respectent pas les prix sur le terrain. Ah, on ne sait pas, peut-être ceux qui sont devant là-bas. Ah bon, souvent quand quelqu'un vient avec l'argent, il dit ah, il n'y a pas l'argent sur le terrain. Bon, quand il n'y a pas l'argent sur le terrain, c'est lui qui a l'argent sur le terrain. Au lieu de 400, il peut faire ça à 300, à 350. C'est lui qui a le monopole du marché. Ah, non, quand c'est comme ça, les parents aussi sont obligés de vendre. Vous n'avez même pas un kilo de riz à la maison. Il y a 20 kilos d'anaka où tu vas vendre pour payer la nourriture pour tes enfants. Et pas garder parce que les gens ne respectent pas les prix. Les producteurs sont mécontents du prix d'achat de cette noix. Dans les supermarchés, 750 grammes de ce produit coûte 3100 francs, 7 fois plus cher que le kilogramme acheté aux paysans. Malgré l'interdiction du gouvernement, certains vont utiliser des chemins détournés pour écouler leurs produits au Ghana voisin où c'est mieux payé. Khalifa ne peut pas se payer ce luxe même s'il est tenté par l'aventure. Si l'État donne le prix, que les adversaires respectent, et l'État n'a qu'à essayer de voir encore. Puis c'est vraiment la Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire produit la meilleure qualité. C'est ce qu'on dit, la meilleure qualité, meilleur prix. L'État n'a qu'à penser aussi aux paysans. Alors on dit l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Mais au constat, les plus pauvres sont les paysans. Avec 22 millions de tonnes, la Côte d'Ivoire se place comme le premier producteur mondial de cacao. Dans notre randonnée, nous nous rendons dans la région de la Maraoué pour toucher du doigt la réalité des producteurs. L'émergence n'est pas passée par ici. Les voies d'acheminement du cacao sont rocailleuses et poussiéreuses en saison sèche, en saison de pluie, un véritable calvaire. C'est sur l'une de ces pistes que nous allons à la rencontre de Ndri Nguessan Emmanuel dans sa plantation à la lisière du fleuve Bandama. Je m'appelle Ndri Nguessan Emmanuel. Avant au moment au Pogba, c'est 400. Après Bédier, c'est 700. En Bédier, sur le Gbagbo, 1000 francs, avant 900, 600. Le champ de cacao de M. Ndri a été transformé en site d'orpaillage contre sa volonté. Entre la mévente de l'or brun, les difficultés quotidiennes et les promesses d'un orpailleur protégé par des personnes bien placées, Ndri n'a pas le choix. Non, comme contrat il dit, il va mesurer un champ d'abord. Comme il a envoyé l'agent des Mira, comme lui a collé la vie là, ils ont aussi pour travailler. Donc, ils sont venus ici, un nouveau champ là, ça y est là-bas. Donc j'ai entendu un caterpillar là. Quand il vient comme ça, ils ont détruit là-bas là. J'ai demandé de dire ah, on va travailler ici. Ah, quand on va travailler, vous me donnez combien? On va donner. On va donner. On ne va pas donner quelque chose. Aujourd'hui c'est vendredi. Les orpailleurs ne travaillent pas. Au dire des villageois, ce sont les instructions des génies du coin. Ces génies demanderaient des rituels humains pour que la récolte de l'or soit abondante. Malgré l'absence des orpailleurs sur le terrain, leur passage est bien visible.
Cette place était jadis une plantation de cacao. Aujourd'hui, elle sert à extraire le précieux métal jaune, mais au prix d'une agression sauvage de la nature. Ils ont venu premièrement, là-bas, ils ont dégagé ils prennent pour qu'un pouvoir, sur le niveau là-bas, ils prennent un bel pouvoir. Tu as vu le sable qui est dans l'eau là, c'est là-bas, ils m'ont donné rien. Le mercure intervient dans l'extraction de l'or. Un procédé chimique qui éparpille dans l'air et dans l'eau des particules lourdes et dangereuses pour les humains et la vie aquatique. Quant à la promesse faite à André, il peut l'oublier. Avant que lui, il va commencer le travail, il va me donner 1 500 000. Jusqu'à présent. Cette étape marque la fin de notre périple en terre ivoirienne où la pauvreté a conduit de nombreux jeunes à se remettre entre les mains de la Providence. Heureux de retrouver Abidjan, la capitale où l'ambiance est beaucoup plus gaie. Mais de l'aéroport où nous reprendrons notre vol, nous apercevons un paysage apocalyptique à travers nos hublots. Des centaines de familles habitaient jusqu'à une date récente à Djoufou, quartier défavorisé, situé à des enclavures de la clôture de l'aéroport. Ce lieu a été déguerpi par les autorités suite au décès d'un adolescent mort dans le train d'atterrissage d'un avion fuyant la misère de son pays à la poursuite du bonheur en France. Sans abri, ces familles sont disséminées dans la nature. En juillet 2018, des familles similaires ont trouvé refuge au cimetière de Port-Boué après avoir regardé impuissants leur baraque crouler sous le poids des machines.